Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Théo et je vais vous accompagner tout au long de ce direct. Alors j'espère que vous allez toujours bien, que vous avez bien mangé, que vous êtes toujours en forme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je compte sur vous pour être actif, pour poser vos questions, pour relayer les informations et aussi qu'on va dire dans ce live métier. Alors aujourd'hui on va partir à quelle découverte? On va partir à la découverte d'un métier entre la technologie et la relation humaine, on va dire Samira. Alors son rôle en gros c'est comprendre les besoins des professionnels de l'informatique, les aider à se former, à progresser, proposer des solutions aussi adaptées pour faire évoluer les équipes. Et c'est un métier où vous allez voir, il faut aimer la technologie, expliquer, accompagner, échanger avec les autres, plein de choses hyper importantes. Au cours de ce live on va faire un petit sommaire, du coup on va voir le métier de Samira en images. Comme d'habitude, vous allez voir, c'est des images qui racontent son quotidien. Ensuite, on verra un cas concret. On parlera également de son parcours, de ce qu'elle aime le plus et de ce qu'elle aime le moins. Et enfin, on abordera les clichés ou anecdotes de son métier. Alors, comme à notre habitude, c'est Charlotte et Thomas qui sont nos modérateurs du jour. Alors, merci à eux d'être dans le chat et ils vont vous répondre et remettre les informations utiles dans ce chat. Donc, n'hésitez pas à les lire. On ne perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on accueille maintenant Samira qui va nous expliquer son métier. Bonjour Samira, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour Théo, ça va super, hein, il y a du soleil là, donc moi je ne peux qu'aller bien. Exactement, est-ce que la présentation t'a plu? Eh ben magnifique, vraiment j'aurais pas fait mieux. Et je prends la balle un peu au bon parce que c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire que je fais vraiment la liaison entre finalement l'informatique et les métiers. Alors, c'est très important de préciser qu'en fait Amazon, on connaît tous Amazon en ligne pour faire ses achats. Mais en fait, il y a une filiale d'Amazon. Bon, vous connaissez Prime pour les vidéos, notamment LOL. Hein. Vous connaissez Amazon Music pour ceux qui en ont. Et puis, il y a une autre filiale qui s'appelle en fait AWS, Amazon Web Services. C'est une filiale qui, grosso modo, eh bien, vend de la place de stockage. Je m'explique. Vos photos, vos vidéos, c'est bien hébergé quelque part. Quelque part qu'on appelle dans le cloud. Eh bien, en fait, vous avez la photo en dessous, vous avez des fermes. D'accord, des fermes, des hangars remplis de serveurs. C'est là où sont en fait vos photos, vos vidéos, tout ce que vous envoyez sur Snapchat, tout ce que vous envoyez sur Insta, sur Facebook, etc. D'accord, tout ce que vous regardez sur Netflix, c'est hébergé par exemple chez Amazon. Donc, moi qu'est-ce que je fais? Alors j'ai mis une première photo sympa parce que je fais pas mal de déjeuners avec mes clients. Là c'est le côté sympa. Je les invite au resto, on se fait une bonne bouffe, ils me signent un gros contrat, tout le monde est content. Ça, c'est le côté sympa. La deuxième chose que je fais beaucoup dans mon métier, c'est de travailler en équipe. Donc, ça suppose de parler plusieurs langues. D'accord? Parce que la plupart des gens de mon équipe sont aux États-Unis, beaucoup en Europe. Donc, je suis dans une équipe européenne, donc, et une grosse partie aussi en Arabie Saoudite, à Dubaï. Donc, en fait, l'anglais, l'espagnol, c'est des langues que je parle régulièrement. D'accord. Ensuite, je vous ai mis effectivement une image d'ordinateur parce qu'en fait, je suis sur l'ordinateur quand même quasiment tout le temps. Voilà, ça fait partie du jeu. Tous les mails sont sur ordinateur. Le CRM, c'est un logiciel pour gérer la donnée du client, à quel client on envoie un contrat, qui sont les contacts chez ce client, qu'il faut maintenir propre. C'est-à-dire qu'il faut dire à quel moment on va signer, parce que sinon, eh bien, les responsables sont pas contents, parce qu'il faut signer, il faut faire des chiffres. Ensuite, je fais aussi, effectivement, je vous ai mis une photo d'ordinateur avec des lignes de code, parce que je forme beaucoup, en fait, les gens, les experts informatiques. Donc, les développeurs, les architectes cloud, ce genre de profil très technique dans l'informatique. Et je vous ai présenté là une photo d'un formateur parce qu'en fait, en plus de vendre la solution d'hébergement, en fait, je vends surtout des formateurs qui vont sur site client et qui forment les clients. Okay. Voilà. Et justement, moi j'avais une question parce que tu as quand même énormément de relations humaines. Il faut aimer parler aux autres et surtout en langue étrangère comme tu l'as dit, mais plus globalement, faut pas être stressé de rencontrer des gens, faut pas être timide quand même. Alors, c'est très drôle que tu me dises ça parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais je suis une extrême introvertie. Ok. Mais quand je mets ce masque de Samira, la commerciale, eh bien,
je m'y prends au jeu déjà parce que je trouve ça intéressant de parler aux gens, de poser des questions, de creuser. J'ai un peu l'impression, parce que je lis beaucoup de thrillers, de polars, donc de creuser un peu, de gratter, d'enquêter sur les gens, pourquoi ils font ça, pourquoi ils veulent se former, pourquoi ils veulent aller plus loin, pourquoi ils viendraient avec nous et pas un autre. Et donc finalement, on s'y prend au jeu et il faut beaucoup aimer effectivement travailler avec les autres parce que sinon, ça devient très vite compliqué. Et justement, j'ai une question dans le chat. C'était quoi, c'est quoi à peu près tes horaires? Est-ce que ça peut varier de jour en jour, je pense. Oui, bah alors ce qui est intéressant quand on est cadre, parce que en fait on est cadre quand on est ingénieur commercial, je vous le dirai plus tard parce qu'on est bac+5, alors on est cadre, c'est sympa. Et en fait, en forfait cadre, ça veut dire en forfait jour, c'est-à-dire que tu travailles en fait de 8h à 20h ou que tu travailles 3 heures dans la journée parce que tu es plus efficace et que tu utilises l'intelligence artificielle à ta guise, et ben tu es payé pareil. Donc c'est toi qui gères tes horaires. Par exemple là, ben, je suis payée pour travailler alors que je suis en train de blablater avec vous. Tout va bien. Ça, c'est vraiment un statut qui est particulier. Il faut le rappeler aux jeunes. C'est pas des contrats de 35 ou 39 heures comme ils ont l'habitude peut-être avec leur enfants. Il n'y a pas d'heure, mais ça veut aussi dire que quand j'ai des déplacements, par exemple aux États-Unis, bah, je suis partie un samedi soir, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle à Paris, et puis après je suis revenue le samedi d'après et je suis rentrée chez moi à 17h. Donc voilà. Et puis aux États-Unis, c'est pas les mêmes horaires qu'en France. Hein. Je fais plus du 8h 22h, donc c'était pas la même. Donc ouais, c'est vraiment ça. Et mentalement, il faut savoir aussi tenir le choc. Il y a des semaines où tu vas être beaucoup plus light et des semaines beaucoup plus chargées, il faut savoir t'organiser. C'est ça, voilà. En fin d'année, comme ça, on est bien. À partir de la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus léger, mais on sait que juillet-août, globalement, c'est plutôt plus léger. Mais après, il y a des mois où, voilà, janvier, février, je sais que ça va être l'accélérateur. Je vais devoir travailler un peu plus. Là, je l'ai pas mis, mais typiquement dans la paperasserie, on doit préparer des plans de compte, une stratégie commerciale par compte, comment on compte faire les chiffres sur ces comptes, et tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et justement, tu me parlais de voyage. Ça t'arrive très souvent de voyager grâce à ton travail? Alors oui, je voyage pas mal avec mon travail, un petit peu moins là, mais pas pour les mêmes raisons. C'est juste parce que je suis enceinte, donc j'ai une excuse. Mais sinon, oui, je voyage pas mal. Entre la France, déjà, comme moi je suis située à Lille, donc je me déplace beaucoup sur Paris, Marseille, Lyon. Mes clients sont un peu partout. Et ensuite, parce qu'on a aussi des réunions annuelles aux États-Unis, on a des événements clients qui se passent souvent aussi à Londres. Dans mon précédent métier, c'était pareil. Dans ma précédente entreprise, j'allais donc au Danemark, j'étais en Allemagne, j'étais en Italie, en Espagne. Donc en fait, on bouge quand même pas mal. Et puis là, dernièrement, en octobre, j'étais en Espagne, par exemple, pour 3 jours. Voilà. Ok. Et dans le chat, je regarde un petit peu les questions. Il y en a pas mal qui me demandent ce que tu as fait comme étude. Bon, ça, on va en parler juste après. On a une slide pour ça. Mais il y en a pas mal aussi qui demandent le salaire. Alors, est-ce que tu peux nous donner une fourchette sur le salaire moyen en début de carrière pour un Ouais, alors en début de carrière, ça aussi. Alors c'est en brut, faites très attention, c'est vraiment en brut. Donc en début de carrière, globalement, on oscille entre 40 000 et 50 000 bruts annuels. Ça fait en net, globalement, dans les 2500 nets, grosso modo, par mois. Et ensuite, en milieu de carrière, un peu comme moi, on va être plus aux alentours de 5 000, 6 000 par mois, en net. Donc ça fait dans les 80-90 000 bruts. Et puis après, beaucoup en fait qui prennent des responsabilités, des gros comptes et qui se déplacent beaucoup plus, ce que je ne fais pas moi, mais ce que fait mon mari par exemple, parce que je vous le dirai après, mais les hommes gagnent beaucoup mieux leur vie, toujours une injustice contre les femmes. Eh bien, typiquement, vers fin de carrière, ils sont entre 200-250 000 bruts à l'année, donc ça fait quand même des payes à plus de 10 000 nets par mois. 10-15 000. Ça veut dire que c'est un métier où on va vachement évoluer en termes de salaire. On évolue beaucoup, surtout quand on change d'une entreprise à une autre, on prend souvent 20 à 30%. Quand même. Mais par contre, c'est aussi un métier très prenant où il faut surtout gérer la pression. Parce qu'on doit vraiment délivrer, c'est-à-dire on doit faire des chiffres. Si on ne fait pas ces chiffres, on prend la porte. On est viré facilement aussi. Ah, tu trouves que c'est un métier où tu es vite à la sellette? Ah bah oui, bien sûr. Si je fais pas mes chiffres, on me met tout de suite dans ce qu'on appelle des plans de performance et généralement, tu prends la porte 3 mois après. Et ça te stresse pas? Comment tu le vis au quotidien? Parce que d'être sur la sellette, ça peut stresser certaines personnes. Ah bah si, c'est tout aussi éjectable que le poste de ministre en ce moment, mais c'est un métier stressant, mais il faut prendre le stress comme un jeu. Moi, j'essaye toujours de trouver un jeu là-dedans en me disant, c'est un challenge, faire mes chiffres. Voilà, cette année, je suis à 135%.
de mes chiffres, mais parce que, je n'oblige jamais mes clients à signer. Je leur apporte vraiment quelque chose et s'ils signent, c'est parce que vraiment ils ont vu l'intérêt. Et deuxièmement, je prends ça comme une vraie compétition parce que je suis assez compétitrice dans l'âme. J'adore les jeux de société, j'adore les jeux globalement. Et donc, gagner, ça fait partie. Je pense que si on n'aime pas gagner, si on n'aime pas subir un peu cette pression, bah, ça devient très difficile aussi. Mais après, on est bien payé pour la gérer aussi. Donc, faut trouver un juste milieu et c'est savoir se servir de son stress, surtout comme tu l'as dit, c'est hyper important. Et oui. Et oui. Et alors, est-ce qu'on a des petites questions dans le chat? J'essaye de vous lire. On a beaucoup sur les études. Ah oui, est-ce que tu as déjà voulu changer de métier? Tiens, bonne question. Alors déjà, il faut savoir que j'ai 35 ans, je sais, je ne les fais pas. J'ai 35 ans, mais j'ai déjà fait quasiment une dizaine de métiers. Donc, j'ai déjà été vendeuse en bricolage. Ouais, je vendais des perceuses chez Brico Dépôt. J'ai été hôtesse de caisse pendant mes études. J'ai donné des cours. En parallèle, d'ailleurs, de mon métier, de temps en temps, je donne des cours en école de commerce chez les plus jeunes. Et je sais que je ne ferai pas ce métier toute ma vie, clairement, parce que, comme j'ai dit, l'équilibre familial, il y a quand même un curseur à mettre. Et surtout, c'est beaucoup de pression. Donc, je sais qu'à partir d'un moment, moi, je ne vais plus forcément tenir émotionnellement face à la pression. Donc, je sais qu'à un moment donné, je changerai, mais c'est pas grave. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas un métier dans sa vie, on peut en avoir 10. Donc, il faut y aller, quoi. Ça, il faut aussi rassurer les petits jeunes qui nous regardent. On peut se tromper, on peut changer de voie, on peut même pas forcément... Il faut même. J'ai envie de dire, il faut changer. Parce qu'on n'est pas des arbres, hein, on n'est pas immobile. Il y a un truc, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'une vie. Donc, vous ne rendez pas malade pour un job. Franchement, changez. Hein. En plus, oui, on est dans un pays, en plus, où vraiment, on est quand même un peu aidé. Voilà. On est quand même un peu aidé quand on veut changer. On fait de la reconversion. Il y a Pôle emploi, il y a des organismes qui nous aident. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Et justement, on va aller un petit peu plus loin avec ton cas concret. Je vais l'afficher juste ici. Donc, tu peux un peu nous le raconter. Donc, tu m'as écrit construire des plans de formation pour des équipes de développeurs. Alors, est-ce que tu peux résumer ça un peu plus simplement pour les jeunes? Oui, alors là, en l'occurrence, j'avais un client qui avait 160 personnes, donc 160 experts informatiques, donc entre la France et l'Angleterre et les États-Unis, et c'était des développeurs. Qu'est-ce qu'un développeur? Typiquement, quand vous utilisez une application, tout simple, une application, derrière l'interface que vous voyez, où vous créez votre profil, mettez un mot de passe, etc., derrière, il y a des lignes de code. D'accord? Il y a des codes informatiques. Donc, les développeurs, en fait, ils créent ce code-là pour en faire une jolie page derrière pour vous, pour mettre les infos, pour aller voir vos vidéos, pour scroller, voilà, tout ça. Donc, cette équipe de développeurs, il y a un nouveau service qui est sorti chez nous, on va dire un nouveau logiciel, pour faire plus simple. Et donc, il faut les former sur comment coder sur ce nouveau service. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, les développeurs, ils ont leur job, ils ont leur boulot quotidien. Donc, en fait, on ne peut pas dire, pendant une semaine, vous allez faire que de la formation. C'est pas possible, parce que l'entreprise dit, non, je les paye pour faire leur boulot aussi. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un questionnaire en ligne qui a pris 15-20 minutes à chacun. Je me suis connectée avec eux en disant, voilà, maintenant, il faut cliquer. Votre niveau sur telle technologie, comment vous sentez à l'aise, etc. Et une fois que j'ai eu la réponse de tout ça, et comme je travaille un peu de temps en temps, eh bien, j'ai construit un plan de formation qui pouvait répondre, en fait, vraiment à leurs besoins. Donc, j'ai vraiment personnalisé l'approche. Et en plus, en discutant un peu avec eux, ils me disaient que eux, faire des cours, juste écouter quelqu'un toute la journée, c'était pas leur truc, ce que je peux comprendre. Moi aussi, ça me saoulerait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait matinée avec un peu de théorie, c'est-à-dire les concepts, voilà comment ça se présente, les démos. Et puis, l'après-midi, à eux de pratiquer avec des exercices pratiques. Donc, ils avaient le logiciel, on va dire, et puis ils devaient coder. Et puis, il y avait un formateur, bien sûr, qui était présent et qui disait « Ah non, là, Pierre-Paul Jacques, vous avez fait des bêtises. Moi, je l'aurais fait comme ça, etc. » Et donc, ça rend la formation plus vivante, moins ennuyeuse. Et justement, à chaque fois, c'est quand même des cas qui vont être différents que tu vas devoir traiter. Donc, il ne faut pas aimer la routine. Ah non, et puis de toute façon, j'aurais pas fait ce job si j'aimais la routine. Je suis déjà mariée et fidèle au même homme depuis des années, c'est déjà beaucoup de routine, alors on va peut-être bouger. Non, j'aime beaucoup faire des choses différentes, puis chaque client en plus est d'un domaine différent. Un client, par exemple, comme une banque, n'aura pas les mêmes besoins qu'un client, par exemple, qui est dans le retail comme L'Oréal, etc. Comme un autre client qui est plus... j'ai même un client qui est une coopérative agricole. Ok. Donc vraiment des secteurs hyper différents.
hyper différents et c'est ce que j'adore parce que la première question que je leur pose c'est mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites, vous vendez quoi et pourquoi vous avez besoin en fait de ça comme technologie, pourquoi? Mais du coup, pour toi, ça doit être hyper enrichissant. Au quotidien, tu apprends plein de choses. Ah mais j'en apprends tous les jours de mes clients, j'en apprends tous les jours. Et j'avais une question qui m'a beaucoup plu dans les commentaires et il y a quelqu'un qui te demandait si tous les métiers que tu avais fait, ils avaient finalement un point commun ou pas. Et si, bah, ils ont tous un point commun, c'est quelque part, enfin moi j'aime dire que, et je le mets quelque part dans le slide, je crois, mais j'estime que j'aide les gens en fait. Okay, donc tout ce que je c'est fais, bon. Vous le verrez dans mon parcours, j'ai aussi fait une école d'assistante sociale, donc moi ce que je veux c'est aider les gens. C'est pour ça que je suis pas une commerciale qui pousse à la signature, qui met la pression sur le client, que ce soit en vendeuse, à la caisse, en cours, qu'importe le métier que j'ai fait, ça a toujours été pour trouver une solution pour faire de la vie des gens moins compliquée. Parce que je trouve qu'on vit pas longtemps, finalement, 80 ans maximum en moyenne, enfin, on va dire en moyenne, c'est pas grand-chose. Autant faire quelque chose de cool et que moi, je me dis toujours, quand tu fermeras les yeux, autant que les gens disent « Ah, c'était bien » au lieu de dire « Punaise, il était temps qu'elle parte, celle-là. » Donc, Et justement, laisser une trace, avoir aidé les gens, c'est quelque chose qui... Tu avais déjà cette qualité quand tu étais au collège ou au lycée? Est-ce que tu te souviens de tes amis qui te disaient « Ah, c'est trop bien, on peut parler avec toi, tu nous aides ?» J'ai toujours été la bonne copine et j'ai souvent été d'ailleurs l'alibi de beaucoup de mes copines pour voir leur chéri, pour être honnête. Donc j'ai souvent servi en fait, oui effectivement d'excuses. Je couvrais beaucoup mes amis, même mon frère. Enfin, faut pas le dire. Maintenant, je l'ai dit à mes parents, mais j'ai signé beaucoup de bons d'absence de mon frère, par exemple au collège-lycée. Je me suis fait passer pour ma mère au téléphone plusieurs fois pour pas qu'il se fasse choper. Mais parce que j'estime que c'est important. On peut gagner très bien sa vie en faisant des choses bien. Toi, c'était important de choisir un métier qui aidait les gens et qui avait une valeur importante. Oui, mais c'est lié à mon parcours que tu as montré après, mais c'est lié à mon parcours parce que j'estime que, encore une fois, qu'en fait, on est des êtres humains, on est là pour s'entraider et que c'est dommage de gaspiller autant d'énergie à faire du mal alors qu'en fait, on pourrait faire tellement de bien. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, de bien gagner sa vie. Hein. Exactement. Et juste avant de passer à ton parcours, je regarde les petites questions. Il y en a beaucoup qui me demandent sur les langues. Je pense que ça les stresse un peu quand ils sont au collège, au lycée. Est-ce que c'est dramatique s'ils ne savent pas parler anglais alors que les cours ne leur plaisent pas forcément au collège ou au lycée, tu vois? Alors, je vais vous faire rire. Moi, avant mes 8 ans, je ne parlais pas un mot de français. D'accord? Donc, je parlais malgache et indien, vous voyez? Donc, j'ai appris le français à 8 ans. L'anglais, comment dire ça? C'est pas à l'école que j'ai appris vraiment à parler anglais. D'accord? C'est par les séries que je regarde systématiquement jusqu'aujourd'hui en version originale. D'accord? Alors, le premier épisode d'une série que j'aimais bien regarder, il n'a pas duré 45 minutes, il a duré 3 heures. C'est-à-dire que je notais tous les mots que je ne comprenais pas. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, il fallait que je comprenne tout. Et ensuite, j'allais chercher. Puis, moi, j'ai 35 ans, vous avez compris, j'avais un dictionnaire, moi, à côté. Hein. J'avais pas Lingui, Word Référence et tout ça, hein, ni ChatGPT. Donc, moi, j'avais mon vieux dictionnaire français-anglais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Pareil pour l'espagnol, en fait. C'est en allant en Espagne que j'ai appris l'espagnol. Et après, l'histoire de ma vie fait que j'en parle d'autres des langues. Mais globalement, en fait, j'ai presque envie de vous dire, n'attendez pas que l'école vous apprenne la langue. Hein, parce que l'école va vous apprendre la grammaire. L'école va vous apprendre la structure de la phrase, mais jamais l'anglais professionnel que vous allez parler au quotidien en travaillant. Jamais. Et ça, tu le conseillerais aux jeunes de commencer dès maintenant à pratiquer l'anglais avec les séries, etc. Mais vous avez tous accès à TikTok. Mais il y a parce que moi, je pense qu'au lieu de passer du temps à TikTok sur des bêtises, bah franchement, vous avez accès à TikTok, mais allez-y. Mais par contre, allez-y à écouter des vidéos en anglais. Connectez-vous sur des sites comme BBC, ce genre de sites où on parle un peu d'actualité, mais en lisant, parce que la lecture, ça aide beaucoup aussi à retenir. Et puis, n'hésitez pas de temps en temps à faire des lettres, mais en anglais. Vous allez voir, c'est assez rigolo, hein, des lettres à des copains en anglais. C'est assez rigolo. Moi, j'envoyais toujours mes premières lettres d'amour, d'ailleurs, à mon mari en anglais. Je trouvais ça mignon. Ok, très mignon. Et c'est important, comme tu dis, de pratiquer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, ou juste entendre. Rien qu'entendre, ça forge le cerveau à l'anglais et aux langues, plus généralement. Tout à fait. C'est ce que je fais aujourd'hui avec ma fille qui a 5 ans. En fait, de temps en temps, je lui mets des mots en anglais. Et de temps en temps, je lui dis d'accord pour le dessin animé, d'accord pour Reine des Neiges, pour la énième fois, mais en anglais.
Et ça rentre petit à petit. Et justement, il y a Mohamed qui me posait une question aussi dans le chat. Et je pense, avec tout ce que tu as décrit, ça peut paraître un métier difficile. Mais toi, tu le considères comme difficile ou pas ton métier? Lui, il se posait cette question. Ah, il me dit, est-ce que c'est difficile comme métier? Alors, je vais faire une réponse normande. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est difficile parce que si on n'a pas la curiosité intellectuelle, si on n'est pas flexible, si on est trop stressé, ça devient difficile. Mais à côté de ça, non, parce que je pense sincèrement que c'est un métier utile aux autres. Donc finalement, moi, mon père me disait toujours, c'est plus facile de faire du mal que du bien. Donc, si c'est un peu difficile, c'est parce qu'aussi on fait un peu de bien quand même. Donc oui, c'est un peu plus dur, c'est vrai. On prend un peu de pression. On a des managers, quand ils prennent la pression eux-mêmes de leurs propres responsables, ils sont infects. Et ouais, mais c'est pas personnel. C'est pas grave. Ok, tu veux que mon logiciel soit propre, je vais tout remettre au propre. C'est pas grave. Voilà. Et justement, toi, comment tu as réussi à gérer cette pression au quotidien? Comme tu l'as dit, il y a la pression des chiffres, mais il y a la pression aussi des managers qui sont au-dessus de nous. Et ça, les jeunes, ils vont sûrement en avoir le cas quand ils vont rentrer dans le monde du travail. Comment on arrive à gérer cette pression de la hiérarchie finalement? Je pense que la sagesse vient avec l'âge, parce que quand j'ai démarré à 25 ans, j'étais pas aussi sage, j'étais extrêmement sanguine et impulsive aussi. Dès que j'avais une remarque de travers, je réagissais au quart de tour. J'ai déjà dit à mon ancienne responsable, c'est complètement stupide et con ce que tu me demandes là. et je lui disais, je te le prouve par A plus B, que c'est complètement stupide. Et donc elle me disait, oui, mais je te paye pour le faire. C'est pas compliqué. Donc voilà, il faut avoir. Mais je pense que voilà, le fait de grandir, d'acquérir un peu de sagesse, puis le fait d'avoir un enfant, je pense qu'on prend un peu de recul aussi. On se dit, il y a des choses tellement plus graves. De toute façon, c'est pas moi, la petite ouvrière dans mon coin, qui va changer la grosse machine. Donc il y a des choses sur lesquelles je fais des concessions, des compromis, mais parce que ça m'arrange bien derrière. Pour servir mes intérêts quand j'en ai besoin. Donc voilà. C'est pareil, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Et justement, en parlant de tout ça, on va arriver sur ton parcours. Ah yes! Oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Il me pose plein de questions dans le commentaire sur ton parcours, je crois qu'ils sont très curieux de savoir. Bon alors je vais vous raconter ma vie puisque je suis là pour ça. Moi je suis née à Madagascar, d'accord? Donc jusqu'à mes 8 ans. Donc j'ai grandi dans un village à Madagascar qui s'appelle Mbalanzanakumbi. Attention, il y aura un quiz après sur le nom du village. Mbalanzanakumbi, c'est à peu près à 6 heures de voiture de la grande ville Majanga qui est au nord-ouest. D'accord? Grosso modo, c'est un peu comme si c'était la Bretagne de Madagascar, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, à 8 ans, mes parents ont décidé d'aller en ville. Donc, c'est là où je suis entrée dans l'école française, dans le lycée français, pour parler français. Les premiers jours ont été très difficiles. Je ne comprenais absolument pas. Et puis, à mes 12 ans, donc en 5e, on est arrivé à l'île de la Réunion. D'accord? Donc, j'ai fait de mes 12 à 21 ans à l'île de la Réunion, où j'ai passé mon bac, j'ai eu une mention, j'ai démarré une école d'assistante sociale. Et puis, je suis venue en métropole, donc à Paris, pour faire mon école d'assistante sociale. Puis, j'ai arrêté mes études en dernière année, puisque j'ai élevé ma petite sœur. Mes parents se sont séparés, ma petite sœur m'a demandé de venir vivre avec moi. Et donc, j'ai arrêté mes études parce que, pour le coup, elle était en 4e, donc il fallait quand même nourrir la bête, une ado. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques années. J'ai travaillé donc à Brico Dépôt, j'ai travaillé à Leclerc, j'ai travaillé dans une industrie comme ouvrière, 22h à 6h du mat, c'était sympa. Je fabriquais des hologrammes de sécurité qu'on a sur les passeports, etc. Et puis, 4 ans après, en fait, j'ai repris mes études. Donc, il faut savoir que l'école d'assistante sociale, en fait, c'est un diplôme, si on ne fait pas tout, c'est 0 reconnaissance. C'est comme si j'avais fait que le bac. Donc, de bac à bac plus 5, donc 5 années, j'ai fait un BTS, une licence et un master, tout ça en alternance. Et justement, on va parler de l'alternance après parce que je pense que tu vas le recommander aux petits jeunes qui nous regardent. Ah mais évidemment que je le recommande. Et puis moi, en plus, mon loyer était supérieur à mon salaire d'alternante à Paris. Donc, je travaillais les week-ends et les soirs aussi. Je donnais des cours. Ouais. Le soir, en sortant du boulot, je donnais des cours de français, de maths et d'anglais à des collégiens. Et le week-end, je travaillais comme caissière à Leclerc. Voilà. Mais ça va. Justement, j'avais une question parce que tu as fait énormément de métiers différents. Enfin, tu as eu 1000 vies, j'ai envie de te dire. Et je pense que c'est important de rappeler aux jeunes que avec tous les métiers qu'on va faire, pas forcément des métiers qu'on va faire toute notre vie comme caissier ou d'autres métiers, mais il faut à chaque fois en tirer le positif et en tirer quelque chose.
Oui, parce que c'est ces métiers-là, ça vous apprend, je trouve que ça apprend l'humilité, parce qu'en fait, moi, demain, si je dois faire caissière pour manger, je le ferai. Je veux dire, voilà, on est obligé de manger, c'est comme ça. Et deux, ça nous apprend aussi, malgré tout, à respecter. Tout à l'heure, tu disais la hiérarchie. En fait, ça aide. Moi, quand je bossais pendant les vacances à KFC, je respectais. C'est-à-dire qu'il y avait des rotations, tous les tel nombre de minutes, il fallait jeter les frites, il fallait y penser. Ça nous apprend un cadre, malgré tout. Et dans le monde professionnel, ces profils qui ont bossé les vacances, les week-ends, sont beaucoup plus appréciés parce qu'on estime que ces profils-là sont capables de s'adapter. Et c'est là toute l'importance de toutes ces expériences-là. C'est pas dégradant de le faire. Non, justement, faut vraiment qu'il s'enlève cette image qu'on peut avoir malheureusement de certains métiers. Il n'y a aucun métier qui est dégradant et on peut faire tous les métiers qu'on veut. Et il faut en tirer le positif et c'est hyper important. Et justement, tu m'as dit que tu avais fait un BTS après un DUT et après un master. Déjà, il faut rappeler aussi que c'est pas parce qu'on fait un BTS qu'on pourra jamais faire de master, parce qu'il y a beaucoup de. Moi, j'ai fait une école de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce après mon BTS. Voilà. Et il faut le rappeler parce que même moi, quand j'ai voulu faire journaliste, on m'a dit ah non, tu feras pas de journaliste après avoir fait un BTS. Et après, j'ai pu rejoindre une école. Donc ça, c'est vraiment important. Enfin, si c'est des études qui vous plaisent, et si, par exemple, le BTS, c'est beaucoup plus pratique qu'une licence, et donc ça peut convenir à beaucoup de personnes, surtout l'alternance. Donc, il n'y a aucune étude qui est tabou. On peut faire tout ce qu'on veut, et c'est hyper important. Et on peut toujours arriver. Surtout en France, on a grave de la chance, je trouve, et on peut vraiment avoir des passerelles partout. Mais c'est très simple. L'année de licence et les 2 années de master, si j'avais dû payer, c'est-à-dire si j'avais pas fait de l'alternance, je les aurais payés entre 12 000 et 14 000 l'année. Autant dire que j'avais pas les moyens, 14 000 € l'année. Mais c'est l'avantage de l'alternance. Donc, c'est l'entreprise qui a payé mes études et en plus qui m'a donné un salaire tous les mois. D'accord ? Donc, moi, je suis une fervente défendresse, on va dire, de l'alternance. Et c'est ce que j'ai fait avec ma petite sœur. Elle a fait 2 années de prépa après sa terminale S. Elle a fait 2 années de prépa et après, au lieu de faire une école d'ingé, elle est partie faire une école de commerce. Mais qu'elle a fait en alternance. Et justement, je reprends le chat. Il y en a qui se demandent c'est quoi le bac ES. Pour ceux qui ne savent pas, le bac ES. Ah oui, c'est vieux. Il y a des spécialités, il y a la SES, il y a les mathématiques et il y a de la philosophie dans le tronc commun. C'était bien ça ? C'est ça. Voilà. Donc, et moi, j'avais fait spécialité anglais. Voilà. Ok, en plus. Tu avais déjà les langues qui t'intéressaient. Et justement, le BTS, tu avais choisi un BTS quoi ? Parce qu'après, tu as fait une école de commerce. Oui, alors en plus, c'est rigolo. Moi, en fait, c'est. Alors, comment dire ? Là où je travaillais à l'usine, on m'avait proposé un CDI. Et en même temps, juste à côté de chez moi, il y avait une maison, on va dire, une mission locale. Voilà. Et donc, j'allais quand même à la mission locale pour voir si je pouvais pas reprendre des études parce que je voulais quand même donner le bon exemple à ma petite sœur. Et on m'avait dit, tiens, il y a un BTS assistant de manager possible avec une entreprise à 15 minutes à pied de chez moi. Okay. Assistant de manager, ok, à la limite, ça me permet de reprendre les études, voilà. Et mon conseiller Pôle emploi à l'époque m'avait dit, mais vous serez au chômage, vous gagnerez beaucoup plus, le double. Donc en fait, si je serais restée au chômage, je gagnerais 1 300 net. Et en reprenant les études, en BTS, en première année, c'est 700 €. Mon loyer était de 850. C'était sympa de démarrer le mois au rouge. Mais finalement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que le BTS, assistant de manager, en fait, comme j'étais dans une petite entreprise, je faisais la prospection téléphonique, je gérais déjà les contrats des clients, j'envoyais les relances clients. Et je me suis dit, c'est plutôt rigolo ça comme métier. Et donc, en licence, j'ai passé le concours dans l'école de commerce pour faire une licence vente et négociation commerciale. Okay. D'accord ? Et ensuite, suite à la licence vente et négociation commerciale que j'ai faite dans une entreprise en informatique, eh bien, je suis restée dans l'informatique après à faire mon master. Et justement, après ton alternance, tu as directement donné un CDI. Et ça, il faut le rappeler aussi, c'est hyper important. L'alternance, ça ouvre beaucoup plus de voies à avoir des postes après. Tout à fait, parce que quand on a fait de l'alternance, on est opérationnel. Les entreprises n'ont plus vraiment à nous former sur un métier, ils doivent nous former sur la nouvelle technologie, sur leurs outils internes, mais en fait, le métier, on le connaît, puisqu'on l'a fait. Donc moi, on m'a tout de suite proposé, après ma dernière année d'alternance, de rester dans l'entreprise où j'étais. Et donc, j'ai signé dans cette entreprise-là. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu mon enfant. Et puis, quand je suis revenue de congé maternité, j'ai voulu évoluer et on m'a dit « Ah, c'est dommage, tu as une enfant en bas âge. » Bon, ça sera... Du coup, ils ont recruté un mec de 40 ans. Je ne l'ai pas très bien pris. J'ai donné ma démission le lendemain. Je leur ai dit « Bon, alors, je vais commencer à chercher du boulot, mais dans 1 mois, je suis partie. »
Voilà, parce que je n'aime pas ça. Et puis j'ai trouvé un autre boulot et je suis partie. Donc j'ai changé d'entreprise pour Amazon aujourd'hui, où je m'éclate et où j'estime qu'il y a un peu plus de respect de la femme et où on n'est pas puni parce qu'on en fait des enfants, ce qui est quand même pas mal. Et justement, je vais passer à la slide d'après, mais juste, j'avais une question parce que c'est dans ce que tu aimes le plus aussi, et ton entreprise, tu as l'air de l'aimer, mais c'est important que les jeunes, ils s'engagent pas, je sais que ça peut être difficile au début, mais ils s'engagent pas dans une entreprise dont ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'était dans un entretien d'embauche, on m'a toujours dit, l'entreprise te juge, mais toi aussi, il faut que tu juges l'entreprise. Il faut pas que tu ailles dans une entreprise qui ne te correspond pas. Moi, je crois beaucoup, mais c'est parce que je suis indienne d'origine. Moi, je crois beaucoup à l'instinct, aux énergies. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand ils rentrent dans une entreprise ou quand ils arrivent à un entretien, il y a l'instinct, parce on a aussi cet instinct un peu animal, on sent les choses. Oui. Il y a l'instinct qui nous dit tout de suite, waouh, ça va le faire. Ou alors, oh là là, ça va être violent. Ça t'est déjà arrivé de te dire, oula, vraiment, je le sens pas du tout. Ah ben oui, mais oui. Ah mais oui. Et d'ailleurs, la vie m'a appris qu'il faut que je m'écoute. Il y a une entreprise où je suis allée, je suis restée 3 mois. Je suis restée 3 semaines, Je suis restée 3 semaines. C'est-à-dire que. C'est toi qui es partie ? Et c'est moi qui suis partie du jour au lendemain. Ils étaient persuadés que j'avais gagné au loto parce que je renonçais à un gros salaire. Mais en fait, à l'entretien, déjà, je sentais le futur responsable, s'il m'appelait à 23h, il m'envoyait des messages, je me disais, c'est quand même bon. Je le sentais pas, mais bon, je me disais, arrête un peu, ça va le faire. Bon. Et puis en fait, j'avais pas tort, au bout de 3 semaines, ça l'a pas fait. Hein. Donc au bout de 3 semaines, j'ai dit, en fait, on va faire ça à l'amiable, on va se séparer gentiment, parce que toi et moi, ça va pas le faire. Voilà. Et ce serait dommage que j'aille en prison pour t'avoir tué, parce que c'est la prochaine étape. C'est important de savoir se connaître, savoir ce qu'on a envie et savoir partir aussi. Oui, il faut savoir partir. Et puis on est dans un monde où, encore une fois, on a accès à tellement d'informations et de métiers possibles qu'il faut pas se faire violence. Et c'est pas une question de génération. On a tous vu nos parents, nos grands-parents se faire tuer au travail. Ça ne sert à rien d'insister quand ça va pas. Mais c'est comme dans un couple. Hein. C'est comme quand on est en relation avec quelqu'un. Quand ça va pas, ça sert à rien d'insister. C'est que ça va pas marcher. Et après, ça crée de l'animosité. Après, même voir l'autre, ça devient physique. Vous savez, moi, j'appelle ça les gens, j'appelle ça les gens physiquement cons. En fait, on les voit, déjà, ils nous énervent. Je suis d'accord. Donc oui, le contact humain, c'est ce que j'adore dans mon métier. Je parle à plein de gens et encore une fois, je pense que je change des vies parce que dans l'informatique, ça va très vite. Pour vous les jeunes aujourd'hui, c'est hyper intuitif de faire des choses comme ça. Il y a des personnes qui travaillent dans l'informatique depuis 20-30 ans. Quand ils ont démarré, c'était le Minitel, c'était le Wanadu. Alors, vous n'avez pas connu, mais ça faisait au moment de la connexion. On avait 100 heures par mois. Moi, par exemple, à mon époque, punaise, je viens de prendre 20 ans dans la vie. C'était Samira, tu as 50 heures dans le mois parce que les 50 autres heures, c'est à ton frère. Donc, c'était comme ça. Et vous savez pas ce que c'est aujourd'hui, mais ces gens-là, du coup, ils étaient là. À ce moment-là, aujourd'hui, ils ont 50, 55 ans. Et si je les accompagne pas à se former, en fait, ils vont se retrouver au chômage et dans la rue. Parce qu'ils ne pourront pas travailler, ils ne seront pas formés pour accompagner au mieux ce monde-là. Donc oui, je reste persuadée que je change les vies et ça me console quand justement il y a beaucoup de procédures internes, il y a de la paperasserie interne. Vous voyez, la sécurité sociale, il faut envoyer le document 3 fois, c'est pareil dans nos boîtes, dans nos entreprises. Il faut faire 3 fois les demandes. La personne qui approuve votre demande exceptionnelle est à Seattle, donc elle se connecte quand c'est la nuit chez vous, elle vous pose des questions quand il est 23h. Il faut la supplier alors qu'elle a juste un bouton à appuyer. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des choses qu'il faut faire et garder son calme. Garder son sang-froid, tu trouves que c'est une qualité à avoir, importante dans n'importe quel métier ? Ah oui, c'est hyper important, mais dans n'importe quel métier, encore plus pour les chirurgiens, je pense, parce qu'ils sauvent quand même des vies. mais dans n'importe quel métier, même enseignant. Quand vous êtes prof, moi quand je donne des cours à des étudiants d'école de commerce et qui sont tous sur leur ordi et leur portable, et que des fois je leur sors des phrases de type oui, un éléphant vient de choisir un nouveau logiciel pour le monde entier qui réagisse pas, je sais qu'ils ne m'écoutent pas. Donc il faut garder son sang-froid et pas taper, par exemple. Il ne faut pas taper, garder son sang-froid et se dire, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais faire va réellement apporter quelque chose ? Et justement, il y a pas mal de questions sur
au niveau du lycée, au niveau du collège, il y en a plein qui me demandent est-ce qu'un bac technologique, ça pourrait marcher pour ton genre de métier? Ah bah complètement. Moi, dans ma promotion en master, il y avait même un garçon qui avait fait un bac pro. Qui avait fait un bac pro à l'époque de STMG. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est plutôt sciences techno, hein, c'est de la science techno. Il avait fait un bac pro et après il avait fait un BTS comme moi et après il a fait une école de commerce. À l'inverse, il y avait une fille qui avait même fait un bac plutôt littéraire, qui avait fait la fac de droit durant 3 ans. Elle avait une licence en droit. Et ensuite, elle est partie en école de commerce. Donc, en fait, il y a tellement de profils possibles, inimaginables. Et il y avait même quelqu'un qui était en reprise d'études comme moi, qui, elle, avait bossé pendant 4 ans chez Orange, qui vendait des téléphones. Et puis après, elle a fait une école de commerce, reprise d'études pour gagner mieux sa vie. Donc, il y a vraiment plein de possibilités, il faut les prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est très drôle, il y a Lucenzo qui te félicite pour ta patience que tu dois avoir au quotidien. Ah, merci. Vous êtes adorable. Oui, je fais le cœur comme les vieux. Oui, je confirme. Je fais pas comme ça, je sais plus, ils font bizarre. Bon. mais oui, très très important de garder le sang-froid. Et justement, on a les clichés. Alors, je sais pas si tu as parlé de la place de la femme dans les cadres, dans les clichés, mais j'aurais bien voulu qu'on en parle. Donc, Ah bah oui, alors en plus, pour vous faire bien rire, donc j'étais en licence. Donc je prépare la présentation pour le commercial avec qui je suis en binôme. Et on va en présentation, on va en rendez-vous client, on s'assoit et le client, il fait hey, Thierry, t'as ramené ta secrétaire. Hein. Devant toi? Oui, devant moi. Et donc mon collègue, en plus un client de l'industrie, donc mon collègue, il me regarde, il se dit les pauvres, ils vont prendre cher, parce que me connaissant, j'ai précisé que j'étais un peu plus sanguine quand même à l'époque. Et donc il me regarde et il me dit tu veux faire la presse? Je lui dis oh oui, je vais faire la presse, tu vas voir. Donc j'ai fait la présentation et il y avait un des clients qui était sur son téléphone, donc j'ai rien dit pendant 2 minutes. Il y avait eu un silence dans la salle. Il a monté sa tête en me regardant et je lui ai dit ça va, je vous dérange pas trop? Faut peut-être un peu de respect, j'ai fait 40 km, donc vous allez arrêter avec votre téléphone là en fait. Et là, tout de suite, il y avait déjà un peu plus de respect de la petite Samira d'1m50. Bon. Et ça, justement, je trouve qu'il y a de plus en plus dans certaines entreprises, il y a la parité qui est respectée, mais il y a encore beaucoup de problématiques dans les cadres, dans les métiers de cadre, dans les métiers de haute fonction, où la place de la femme n'est pas à 50%, 50-50, c'est pas encore du tout le cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Est-ce que tu vois le changement qui est en train de se faire petit à petit? Est-ce que tu as un message à faire passer aux filles qui sont là et qui nous regardent? Moi, je dirais aux filles une chose que je trouve très importante, c'est venez dans l'informatique parce que vous savez quoi? Il n'y a pas de raison que ce soit que les mecs qui se fassent de l'oseille. Il y a de la place pour tout le monde. En plus, pardon, hein, c'est pas contre toi Théo, mais les femmes sont extrêmement multitâches, extrêmement organisées et en plus, avec les clients, on est plutôt droit au but. On est beaucoup moins dans le « oh, vas-y, on va prendre un verre avec le client ». Non, on est beaucoup dans l'efficacité. Mais malheureusement, c'est vrai, c'est aussi vrai, c'est plus dur d'être une femme dans ce métier parce que on est très vite vu comme un morceau de steak sur talon. Ah vraiment? Encore maintenant? Un petit peu moins, parce que maintenant, il y a des politiques dans les entreprises où on se fait quand même virer pour ça. Donc, surtout chez Amazon, il faut le savoir. Moi, et c'est pour ça que j'adore cette entreprise où je suis, parce qu'il y a un énorme respect des femmes. On facilite beaucoup quand on a des cas d'harcèlement, etc. Donc, un seul ticket et la personne se fait virer, en fait. Hein. Il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que si on a un propos misogyne, sexiste, c'est la porte. D'accord. Donc c'est mais effectivement quand j'ai démarré il y a 10 ans, c'était pas exactement la même. Typiquement c'est ce que je mets après dans des négociations commerciales. On me dit je peux parler à votre responsable. Et souvent je réponds il connaît beaucoup moins les procédures que moi pour avoir une réduction, ça serait dommage. Et souvent ça calme les clients. Ils se disent, ok, d'accord, va falloir que je fasse ami avec elle parce que sinon, ça va m'échapper. Parce que les responsables, ils veulent gagner plus d'argent. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc, la réduction, tu peux t'asseoir dessus. Donc, souvent, voilà, on essaye. En fait, on est toujours, en tant que femme, dans dans un monde où il faut quand même malgré tout justifier que non, on est compétente en fait. On n'est pas là parce qu'on est une femme, on est là parce qu'on est compétente. Ouais, tu sens que tu as encore besoin de te justifier à chaque fois, de montrer des compétences. Un peu des fois.
un peu des fois, mais bon, c'est pas grave. Un peu moins avec la jeune génération quand même. Je modère mes propos. La jeune génération n'a pas, je veux dire, c'est comme moi, mon mari aujourd'hui, enfin, il fait beaucoup mieux la lessive que moi. Clairement, c'est lui qui gère la lessive parce que moi, je mets tout ensemble avec le décolore stop. Ça sort pas pareil. Donc souvent, il gère ça. Je veux dire, il fait les courses et c'est très bien. Après. Donc la jeune génération est moins regardante, alors que l'ancienne génération, moi j'ai encore des remarques de mes collègues, ou même les collègues de mon mari, parce que lui il dépose la petite à l'école tous les matins, et les collègues disent ah bon, mais c'est pas ta femme? Bah non, parce qu'elle a un métier aussi en fait, juste. donc comme elle récupère le soir, je fais le matin, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut laisser passer encore ce message et toujours comme quoi on peut faire n'importe quel métier, qui et quoi qu'on est, c'est très très important. Donc ceux qui nous regardent vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous soyez une femme, un homme, vraiment vous pouvez faire n'importe quoi et il faut pas se limiter, surtout pas. Comme tu l'as dit, on n'a qu'une vie, donc si on se limite maintenant. Faut pas se censurer. Faut pas se censurer. Et vraiment l'informatique, je crois que c'est le domaine où il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on peut être, moi j'ai énormément de collègues femmes qui sont en fait experts informatiques, donc spécialistes en intelligence artificielle, spécialistes en machine learning, en sciences des données, ce genre de métier très pointu. Et c'est des profils très 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 recherchés, très très bien payés. Donc faut pas hésiter à y aller. Faut pas hésiter à y aller. Et comme disait Simone Veil, en fait, les droits de la femme, c'est un combat de toujours. Toujours. Et tu sais que tu as fait énormément de heureux et heureuses dans le chat. Ils sont tous avec toi. Tout le monde dit merci beaucoup. Tout le monde te dit bravo pour ce que tu dis. C'est très, très important de faire passer ce message. Donc, merci de l'avoir passé avec nous. Et je vais reprendre quelques questions. Il y a Mohamed qui s'inquiète et qui se demande est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes horaires? Maintenant, dans les sociétés dans lesquelles on travaille, les grosses entreprises, il y a quand même cette parité qui est respectée au maximum. Oui, globalement, oui, on a globalement les mêmes horaires. Après, c'est sûr, c'est aussi une question personnelle, en fait, je pense aussi. Mon mari, par exemple, lui, il choisit beaucoup sa vie de famille. Donc, en fait, il a tendance à démarrer après 9 heures, mais il aura tendance à travailler un peu plus le soir pour compenser, parce qu'il va déposer la petite à l'école à 9 heures. Mais parce que c'est son choix. Et ce qui est bien, c'est que dans nos métiers, on peut faire ce choix. Typiquement les congés paternité. Vous savez qu'en France aujourd'hui, quand on vient d'avoir un enfant, les hommes ont droit à 28 jours. 28 jours ouvrés, ça veut dire quasiment 2 mois en fait. Et en fait, y a des hommes qui ne prennent pas ces jours-là. Et moi, je sais que quand ma première est née, il n'y avait pas 28 jours, il y avait 11 jours. Bon, mais mon mari, il les a pris 11 jours et il a pris des congés payés à la suite. Il est resté 1 mois avec moi. Mais parce que c'est pour ça que je disais que les plus jeunes aujourd'hui sont plus impliqués. Mais oui, ils ont globalement les mêmes horaires. C'est clairement, moi, quand je vois les hommes aujourd'hui, ils ont les mêmes horaires que nous. Enfin, c'est plus une question d'homme-femme, c'est plus une question de job, en fait. De personnalité aussi, je pense, ouais. Et de personnalité, tout à fait. Et il y en a pas mal. Vraiment, tout le monde te dit courage à toi, grand respect. Enfin, tout le monde est très, très gentil avec toi dans le chat. Il faut qu'ils fassent passer aussi le message à tous leurs proches, à tous leurs amis. C'est important de faire passer ce message. Et c'est important qu'on en ait parlé. J'avais aussi une question sur, il me pose beaucoup, les compétences clés. Toi, dans ton métier, si tu devais retenir 3 compétences à avoir. Alors, il y a l'humain, je pense qu'il y a une des grandes compétences. Et après, tu as quoi comme compétence importante? Je pense que l'une des compétences clés pour moi, c'est toujours vouloir apprendre. Ok. D'accord? C'est-à-dire être très curieux et d'être toujours dans la posture d'humilité. De rester humble et de se dire en fait je ne sais pas grand chose, et c'est vrai, à l'échelle de l'univers on n'est même pas un grain de sable. Donc en fait on a tellement de choses à apprendre, des gens qu'on rencontre, des clients qu'on rencontre, mais même des collègues. Moi j'ai des collègues qui ont fait Polytechnique, qui ont fait qui ont fait HEC, enfin des écoles quand même où il faut en avoir sous le capot, si je puis dire, faut avoir de la CPU, quoi, faut être hyper intelligent. Et donc il y a des moments où je me dis punaise, à côté qu'est-ce que je fais bête, quoi. Et donc il faut toujours apprendre. Et se dire j'ai plein de choses encore à apprendre, et jusqu'à mon dernier souffle j'aurai plein de choses à apprendre. La deuxième chose, je dirais aussi, c'est pour le coup, ça rejoint ce que tu disais, c'est aimer les gens globalement, aimer être en contact avec les gens, et accepter que parfois, en fait, les gens sont juste plus intelligents que soi, et donc c'est bien de s'en inspirer.
Au lieu de se dire ah oui mais moi j'ai beaucoup d'étudiants en école de commerce qui me disent ah ouais madame mais moi j'ai grandi dans le quartier hein. Et moi je leur dis bah oui moi j'ai grandi sans eau courante, électricité et donc on fait quoi? On s'arrête, on fait la gueule, on fait les manifestations ou alors on se dit tu sais quoi je vais encore plus leur prouver que tu sais quoi moi je suis plus solide parce que justement moi je viens des quartiers où personne n'aurait mis un centime de pari sur moi. Et c'est vrai, moi, il y a 30 ans, personne n'aurait parié un centime sur mon parcours. Personne n'aurait dit que je gagnerais ma vie comme ça. Il faut croire en soi. Et ben voilà. Et ben moi, je leur ai dit, ah, moi, je peux pas. Ok, vous allez voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et voilà, moi, j'ai eu un enseignant qui m'a dit un jour, ah non, mais déjà, si tu as un boulot, c'est déjà bien hein, avec la tête que tu as. Hein. Ah ouais dit, ah ben c'est pas grave. Je lui ai dit, bah, ok, demain, je vais payer autant d'impôts pour payer ton salaire mensuel. Tu vas voir. Bon, aujourd'hui, je paye les impôts et je les sens. Il ne faut pas que les jeunes ils se limitent à des choses qu'ils peuvent entendre, que ce soit même dans leur entourage très proche. Des fois, on peut entendre « Ah non, fais pas ce genre d'études, ça ne te convient pas. » Enfin, on fait les choix pour nous. Et ça, c'est très important de dire. C'est nous-mêmes qui allons faire notre métier, c'est nous-mêmes qui allons faire nos études. Donc, si ça ne nous plaît pas, nous, ça n'a aucun intérêt. Et ça va rejoindre le point 3. Pour moi, la qualité très importante dans ce métier, c'est s'aimer et se respecter. Okay. Parce qu'en fait, c'est très simple. Si on ne s'aime pas et si on ne se respecte pas et si on ne se fait pas confiance, bah celui en face, il va le voir tout de suite. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, en ce que vous dites, et si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous n'êtes pas sûr de vous, bah celui en face, le client, en l'occurrence, va dire « Elle est en train de me raconter des bobards, elle est en train d'essayer de me vendre la tour Eiffel. » Donc, ça ne marchera pas. Il faut croire en ses projets, bah oui. Il faut croire en soi. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup en ce que je fais. Et ça, c'est venu avec le temps ou c'était un peu plus difficile au début ? C'est très difficile au début. C'est très difficile parce qu'on a aussi ce que j'appelle le syndrome un peu de l'imposteur. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de codes. J'ai plein de codes aujourd'hui que je n'ai pas parce que je n'ai pas vécu en France. Donc, les codes culturels, la musique, les films. Il y a des fois des blagues que mon mari me sort souvent des inconnus. Il m'appelle Jean-Michel à peu près. Ça m'a pris 3 ans à comprendre d'où venait la référence de Jean-Michel à peu près quand je chante. Bon, parce que je n'ai pas les mêmes codes culturels. Parce que moi, la télé, j'en avais pas avant mes 12 ans. Donc, je savais pas ce que c'était. Donc, du coup, il y a des fois, effectivement, il y a des subtilités qui m'échappent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut juste se dire qu'il faut en faire une force. Donc moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, t'es pas du tout à ta place. Hein. Enfin, tu bosses chez un GAFAM, donc quand même une grosse entreprise de l'informatique. Tu es super bien payé, mais en fait, t'es une arnaque quand même un peu. Et en fait, pas du tout. Avec le temps, j'ai compris que si j'ai pu rester aussi longtemps dans ce genre d'environnement, c'est qu'en fait, si j'avais ma place, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, si on fait pas ces chiffres, si on est mauvais, c'est la porte. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et deuxièmement, j'ai aussi la chance de faire beaucoup ce que je fais là, d'aller voir les collèges, d'aller voir les lycées, de voir des jeunes et de leur dire non, mais faut y aller là en fait. Faut y aller. On peut tous y arriver. Il faut s'accrocher. Faites-vous confiance. Si la porte s'est ouverte là, c'est que c'était pour vous. Allez-y. Et ne laissez jamais personne. Ni Jean-Édouard de Versailles, ni qui que ce soit, vous dire l'inverse. Et je suis la preuve, je suis une immigrée, donc je peux vous dire, Zemmour, il est en PLS quand je suis en face, à mon avis. Hein. Il n'est pas bien. Zemmour, il n'est pas bien. Donc, moi, je suis la preuve qu'on peut être immigré, on peut avoir ses croyances, et en fait, et payer tellement d'impôts en France qu'en fait, contribuer à la société et être content de le faire. Moi, je suis contente de payer mes impôts. Parce que je me dis, je rends un peu aujourd'hui à la France ce qu'elle m'a donné. On va terminer sur ce beau message parce que c'était vraiment un très beau message que tu as apporté tout au long de ce live sur la place de la femme, sur la place qu'on peut faire les études qu'on veut. Et ça, c'est très, très important qu'il faut qu'ils retiennent. Donc, si vous avez vraiment tout, c'était très, très mignon dans le chat. Tout le monde t'applaudit, tout le monde félicite ton courage. Il y a énormément de likes sur les commentaires qui parlent de courage. Donc, merci Samira d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Accrochez-vous et vraiment, j'adore cette phrase, faites de votre vie un rêve. Et faites de ce rêve une belle réalité. Eh bien, j'ai carrément envie de le mettre en santé pour le live de tout à l'heure. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne continuation. Merci encore, Samira. Au revoir.